Vidéo numéro 46, antimatière et grand répulseur. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, voici une courte vidéo liée à l'actualité. Vous avez bien sûr tous entendu parler de l'antimatière, une forme de matière symétrique de la nôtre. On utilisait autrefois l'expression imagée de trou dans le vide pour évoquer les antiparticules, dont l'existence avait été imaginée par Paul Dirac en 1928 et confirmée dès 1930 avec l'identification du positron, anti-électron, par Carl Anderson. On s'interroge depuis cette époque au sujet de la masse des antiparticules. Pour Dirac, elle était positive, égale à celle de la particule correspondante, mais certains physiciens ont fait l'hypothèse que les antiparticules ont une masse négative et que la gravité fait se repousser matière et antimatière. Jusqu'ici, la difficulté de faire subsister un nombre important d'antiparticules, pendant un temps assez long pour effectuer une mesure, avait rendu impossible de trancher entre les deux hypothèses. C'est maintenant chose faite. Grâce à une manipulation très délicate faisant intervenir des champs magnétiques pour préserver l'antimatière de son annihilation rapide par la matière environnante. L'expérience, dite alpha, réalisée au CERN et décrite dans Nature le 27 septembre, a montré que les atomes d'antimatière tombent sous l'effet de la gravité terrestre et donc que leur masse gravitationnelle est positive. Vous trouverez sur le web plus de détails sur le protocole expérimental qui est assez complexe. Si le résultat est confirmé, c'est une information très importante comme nous allons le voir maintenant. Un problème posé depuis longtemps en astrophysique est de comprendre pourquoi l'antimatière est pratiquement absente dans notre environnement immédiat. En effet, la version actuellement en vigueur de l'origine de l'univers serait une fluctuation quantique du vide ayant produit des quantités égales de matière et d'antimatière à partir d'une énergie d'origine inconnue. Pour expliquer la situation actuelle, il faut supposer un léger excès d'origine de la matière sur l'antimatière, une partie de l'antimatière ayant par exemple dégénéré en photons. Notre matière actuelle serait ce qui a subsisté aux annihilations matière plus antimatière juste après le Big Bang. Le point faible ici est qu'on ne comprend pas trop pourquoi une partie de l'antimatière aurait dégénéré spontanément. Sans cette rupture de symétrie, nous n'existerions pas. Il y a une solution alternative proposée dans le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, qui suppose que matière et antimatière se repoussent. Le résultat de cette répulsion étant la création de deux univers jumeaux. Jean-Pierre Petit a voulu valider ce modèle en décrivant une variante de l'équation d'Einstein sous forme de système couplé. Mais en fait, on peut parfaitement concevoir le modèle Janus sans s'astreindre à étendre au bi-univers les équations de la relativité générale, qui ne sont probablement pas le modèle définitif, même pour la composante matière, pour autant qu'il puisse exister un jour un tel modèle. Le modèle Janus a ceci d'intéressant, qu'il donne une explication simple à un phénomène très mystérieux. L'existence du grand répulseur, dont je rappelle maintenant la découverte en citant Wikipédia. Le grand répulseur, ou répulseur du dipôle, en anglais dipole repeller, est une immense zone vide du cosmos dont s'éloignent les galaxies situées à proximité. Il joue un rôle répulsif sur les flux de vitesse de ces galaxies, à l'opposé de l'attracteur Shapley, une autre zone à l'opposé du point de vue de la Voie lactée qui crée une force attractive sur le mouvement des galaxies. Sa découverte a été annoncée le 30 janvier 2017 par une équipe composée de scientifiques du Commissariat à l'énergie atomique, de l'Université Claude Bernard Lyon 1, de l'Université de Hawaï et de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il se révèle être l'influence dominante expliquant la direction et la vitesse de 631 km par seconde du groupe local. À titre de comparaison, le système solaire est entraîné autour du centre de la galaxie à une vitesse de 230 km par seconde. Classiquement, on dit que le vide au cours du grand répulseur a tendance à s'accroître à cause de l'attraction de l'attracteur Shapley. Mais ceci est très étrange, car cette hypothèse n'explique pas du tout la forme du grand répulseur et des trajectoires parcourues par les galaxies, qui évoquent plutôt les lignes de champ d'un aimant. Si, en revanche, on suppose, comme dans le modèle Janus,
que les grands vides observés dans l'univers sont en réalité remplis par l'antimatière de l'univers jumeau, la figure devient parfaitement claire. Notre univers et son jumeau se partagent l'espace depuis que le Big Bang les a séparés. La figure évoque aussi le yin et le yang de la tradition chinoise. Je terminerai cette discussion par quelques mots complètement spéculatifs sur la nature du temps pour l'antimatière. Le physicien Zakharov, dont les idées ont en partie motivé l'introduction du modèle Janus par Jean-Pierre Petit, avait émis l'hypothèse que les antiparticules sont des particules remontant le temps. Ceci, en fait, n'implique pas du tout qu'elles aient des masses négatives, car dans l'énergie cinétique, la vitesse intervient par son carré. On peut en revanche supposer, en dépit du résultat qui vient de sortir sur la base des antiparticules créées en laboratoire, qu'il existe un autre type d'antiparticules à masse négative. Dans ce cas, il faudrait s'attendre à ce que ces particules, au lieu de vivre en temps rétrograde, aient un temps imaginaire pur de notre point de vue, ce qui préserverait la positivité de l'énergie cinétique et permettrait que des oscillations de type harmonique dans l'univers jumeau restent des oscillations de notre point de vue, via le changement de m en -m et de t en it. Un temps rétrograde est déjà scandaleux dans l'optique de la physique actuelle, car il semble violer la causalité. Le temps imaginaire, encore plus scandaleux, est en fait plus compréhensible, car il serait en quelque sorte orthogonal au nôtre, ce qui expliquerait, dans le cadre d'un modèle du type Janus, que la seule interaction entre les deux demi-univers soit de maintenir la distance entre les deux. Rien n'empêche d'ailleurs, dans le cadre d'univers jumeaux, que l'anti-univers jouxte complètement notre matière, y compris à l'intérieur des atomes. L'essentiel étant qu'ils ne peuvent jamais se rencontrer, la force répulsive devenant infinie lorsqu'un contact risque de se produire. On pourrait même imaginer que ce que nous appelons vide serait en fait un mélange en quantité égale de matière et d'antimatière, ce que nous appelons matière n'étant qu'un excès local de matière rendu stable par la répulsion gravitationnelle. Mais je préfère m'arrêter là dans les spéculations. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre l'importance considérable de cette expérience sur l'antimatière. Il y aura évidemment des suites que nous attendons avec impatience.